Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Oriane. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est en Australie. Pour obtenir sa 3e année, elle a dû travailler 6 mois dans des jobs spécifiques. Elle a donc choisi de travailler en hospitality pour valider ses jours. Salut Oriane, Salut! comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ça va, merci. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors moi je suis Oriane, donc originaire des Hautes-Alpes, 29 ans et voilà, donc je suis en Australie depuis un peu plus de 2 ans avec mon copain et donc on a travaillé dans ces boulots. On voyage aussi actuellement dans toute l'Australie et on prévoit de rester pour un petit moment. Donc tu as travaillé en hospitality pour bosser dans ces jobs. Est-ce que tu avais besoin et est-ce que tu as un bon niveau d'anglais? Alors, oui, j'ai fait deux travails différents, donc un dans un pub et un en réception, d'un resort. Donc le niveau d'anglais, sur le premier, ils nous ont pas vraiment demandé, mais je pense que c'était quand même nécessaire pour servir la clientèle, un minimum. Mmh. Après je pense pas qu'ils demandent un niveau non plus extraordinaire. Ensuite, au resort, alors comme moi j'étais au service client, ouais, niveau d'anglais est quand même demandé. Mais après il y avait, plein d'autres petits jobs, on va dire ménage, tout ça, où il y avait pas forcément besoin d'un super niveau d'anglais. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je travaille et que j'ai étudié dans le tourisme et que j'ai aussi beaucoup voyagé, donc forcément mon niveau d'anglais est quand même assez élevé. Tu es à l'aise même avec l'accent australien? Alors il faut quand même quelques semaines pour s'y faire, ça c'est sûr. Suivant les zones aussi où on est en Australie, Oui. mais là oui, maintenant ça va quand même beaucoup mieux. Et pour toi, quelles sont les zones les plus difficiles à comprendre en Australie? Enfin, les accents. Au niveau des accents. Principalement l'outback, Ouais. donc ouais, l'outback clairement, ensuite quand on était sur les îles de Thursday Island, c'est vrai qu'ils ont un accent aussi un peu à eux, qui peut être assez, difficile à comprendre. Son premier job, donc c'était à Thursday Island. Est-ce que tu peux un peu situer où est cette île? Alors Thursday Island, donc c'est tout au nord du Queensland, donc ça fait partie des Torres Straits, donc en fait c'est, plusieurs îles, qui est d'ailleurs très peu connue en général, Mm. et Thursday Island, c'est donc l'île principale et voilà et donc il faut s'y rendre par avion, le mieux au départ de Cairns ou même, Brisbane éventuellement. Et ça a combien d'heures pour aller jusqu'à cette île? Je crois, par mes souvenirs, que c'est à peu près 2 heures si je me trompe pas? Ouais, Ah oui, 2 quand heures? même, c'est quand même 2 heures d'avion pour y aller. Oui, D'où? De Cairns, oui, du coup? de Cairns, ouais. Tu as bossé dans un pub. Et comment tu as pu trouver ce job? Donc, enfin, j'imagine que tu as trouvé en amont, que t'es pas allé sur cette île pour chercher un boulot. Oui, exactement, donc j'ai fait déjà des recherches. En fait, j'utilise beaucoup les groupes Facebook. Mhm. Alors je sais plus lequel c'était parce que je suis sur beaucoup de groupes différents, mais en fait, j'ai trouvé l'annonce sur un groupe Facebook et donc je me suis dit: «Ah, ça peut être vraiment pas mal» parce que le salaire était, pas dégueu et en plus hébergement inclus. Donc j'ai, direct envoyé ma candidature avec Loïc, on a envoyé tous les 2 et en fait, ils nous ont téléphoné et ça s'est super bien passé tout de suite. Sur l'entretien, il demandait si tu avais de l'expérience au niveau J'avais d'anglais. déjà envoyé mes CV, Mhm. ils nous ont absolument rien demandé. Ils nous ont juste dit: «C'est quand vous pouvez venir». D'accord, ok. Donc c'était Ça a pour été, on va dire, l'entretien le plus facile. donc c'était pour les jours à venir. Voilà, pour les jours à venir, nous, on a pris le billet d'avion, on est arrivés à peu près
10 jours après, voilà, le temps Ah oui. de prendre un billet d'avion, de se préparer, tout ça. Et eux, ils étaient assez flexibles au niveau de la date. Bon, fallait qu'on n'arrive pas non plus, trop tard, mais 10 jours, ça leur convenait et ils nous attendaient. Et le billet d'avion, tu financé, par, l'hôtel ou Alors par le club? malheureusement, c'était pas financé. Ils proposaient un financement si on garantissait de rester minimum 6 mois, Ouais. et nous, c'était pas le cas, du coup, on n'a pas eu le financement. Pour 2 heures de vol, ça devait être un prix pas trop élevé. À peu près dans les 350 par personne. Et du coup, ils ont, l'habitude d'embaucher des backpackers ou c'est la première fois qu'ils embauchaient des backpackers? C'était pas la première fois, ils ont l'habitude. On avait eu aussi après qui étaient arrivés, des Anglais. Ouais. Il y avait aussi un groupe, alors c'était pas des backpackers, mais il y avait un groupe d'Indiens qui étaient là aussi pour un bon moment. Ils font un peu un mix, il y avait aussi des Australiens, il y avait un peu de tout en fait. Vous étiez combien à bosser, dans ce pub? Je dirais environ une dizaine, après il faut savoir qu'il y avait donc aussi le bottle shop et un hôtel avec, je pense entre 10 et 15 si je me trompe pas. Vous étiez logés, dans l'hôtel ou? Alors on avait des hébergements à part, donc il fallait marcher peut-être, 5, 10 minutes maximum. Oh ça va. Et donc, ça ressemblait un peu à des bungalows et on était hébergés, directement là-bas. Avec la cuisine, la salle de bain, dans le bungalow? Alors, on avait la salle de bain dans le bungalow. La cuisine, c'était une petite cuisine à partager avec les autres. Demandez pas de contribution financière, pour, loger dans ce bungalow? Non, non, rien du tout. Ah bah ça c'est plutôt un bon point. Quelle était, ta journée type? Donc si tu travailles dans un pub, tu travaillais plutôt l'après-midi, le soir, non? Oui, alors ça m'arrivait de commencer tôt le matin pour le ménage, enfin, tôt, façon de parler à 8h30 quoi, pour le ménage, parce que souvent on faisait le gros ménage le matin plutôt qu'à la fermeture et le pub permet à 9h30, alors des fois le week-end on pouvait finir vers 10h, 10h30, mais on finissait rarement plus tard. Ah oui, c'est pas tard, oui, pour un Et pub. donc non, c'est pas tard du tout, donc c'était bien. Ouais. Et donc voilà, le matin ménage, après on va préparer pour l'ouverture, après il y aura le service du midi, le service du soir et après dans l'après-midi aussi quelques verres par-ci par-là. Et il y avait aussi, des machines à sous, donc on s'occupait un peu de ça également. En général, on n'avait pas beaucoup à gérer, c'était juste s'il y avait un problème avec la machine, il fallait qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe. Et toi, concrètement, tu faisais, le service au bar? Tu prenais les commandes, tu encaissais et tu, préparais les commandes? Oui, alors, voilà, je prenais les commandes, j'encaissais, je servais les boissons, j'allais aussi débarrasser les tables, nettoyer les tables. Après, il y avait aussi des fois des soirées, trivia ou quiz ou choses comme ça, donc voilà, fallait un peu mettre l'ambiance aussi des fois Ouais, et faut voilà, mettre, juste vérifier que tout se passe bien. Ça m'arrivait aussi des fois de remplacer la réceptionniste quand elle était en jour de repos, donc à l'hôtel, mais c'était pas mon travail principal. tu travaillais, combien de jours, par semaine à peu près? Entre 5 à 6 jours par semaine. Ouais. Nous, on essayait vraiment de pousser les heures, donc on lui demandait de nous donner un maximum d'heures. On faisait en moyenne, je vais dire, entre 45 et 60 heures, semaine. Oui, c'est donc ça faisait de bonnes semaines. Vous étiez Mmh. payés combien, par heure? Alors on était payés, 29,40 par heure, et en heures sup, on était à 47 de l'heure en heure supérieure, 57 sur les jours fériés et ce qui tombait bien, c'était qu'on a bossé sur les fêtes de fin d'année. Ah ouais, Donc donc Noël, Nouvel Nouvel An, An, c'était, cadeau, quoi. tellement, ouais, non, bien payé. Le salaire était de combien par semaine? Alors on faisait, je dirais, entre 1 400 et 2 000 la semaine. Donc, en sachant que vous payez pas le logement, donc c'est un très bon salaire. OK et du coup, pendant vos day off, sur une île, vous, trouvez de quoi faire? Alors c'était un peu compliqué parce que l'île est vraiment petite, comment dire? Que le tour de l'île en voiture, elle se fait limite en 5-10 minutes. Ouais. Ah oui. Donc en fait, voilà, niveau baignade, on pouvait pas faire grand-chose non plus parce que c'est une zone où il y a les crocodiles, les requins et tout ça, donc tout ce qui peut nous tuer en gros. Et donc voilà, on n'avait pas grand-chose à faire, donc souvent on allait un peu se balader éventuellement aux alentours, profiter surtout pour se reposer puisqu'on était quand même bien fatigués. Oui, à partir de 10 Et heures, ouais. puis, bah, sinon, il y avait un autre pub où des fois on allait manger un bout, mais voilà, il y avait 2 pubs sur l'île, c'était à peu près, tout ce qu'on avait à faire. Ah oui, donc sur l'île, il y avait que 2 pubs et un hôtel? C'est ça. D'accord et beh, quelle est l'attraction touristique? Parce qu'il devait y avoir quand même, du monde qui venait sur place ou c'était juste pour les locaux? Pas beaucoup de touristes, c'est principalement, des locaux. Après nous, on était à la saison des pluies, donc peut-être qu'en saison sèche, c'est différent, mais c'est principalement des locaux. Pour, vous, nourrir, du coup, vous avez quand même un petit supermarché pour, faire vos courses?
Faire les courses, il y avait un supermarché, qui était vraiment tout petit et comme c'est une île un peu lointaine, il y a vraiment pas beaucoup de choix. Donc c'était pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on va dire qu'on mangeait souvent un peu les mêmes choses ou alors on mangeait directement au pub où on avait, 25 de réduction. Et oui, après, en plus, je pense que comme c'est une petite île et que c'est éloigné, je pense que les prix devaient être assez élevés. Et les prix étaient, oui, aussi très, très Ouais, ouais. élevés. Et en fait, les livraisons, c'était très aléatoire. Ils pouvaient nous dire que ça arrivait demain, mais ça arrivait pas. Ou des fois, ça arrivait 3-4 jours après. C'était assez spécial. Vous êtes resté combien de temps sur cette île? On est resté 3 mois. Et donc ça, c'était ta première expérience. Et ta deuxième expérience en hospitality, c'était au resort à Kakadu. Comment tu as trouvé ce job? Alors, ce job, je l'ai trouvé grâce à un compte Instagram qui s'appelle Just Do It Australia. Et en fait, donc, ils ont des stories à la une et ils mettent des stories aussi régulièrement. Donc, avec des annonces de travail et ils gèrent aussi par état, par localisation. Donc, ça permet de chercher un plan de la location où on veut. Et donc, j'ai vu cette annonce de job sur ce compte Instagram qui était plutôt pas mal, qui incluait beaucoup de choses. Et j'ai postulé à peu près un mois avant parce que la date était pour un mois après, ce qui nous arrangeait totalement. Et voilà, on a vraiment postulé le jour où j'ai vu la story apparaître. Et puis après, on nous a appelé pour un entretien. Et là, l'entretien, est-ce qu'il était aussi facile que l'entretien pour First Island? Alors, c'était beaucoup plus formel parce qu'en fait, ce resort fait partie du groupe Accor, donc c'est quand même un gros groupe d'hôtels. Donc, on était vraiment passé par une RH et elle nous a quand même posé pas mal de questions sur nos expériences, comment on réagirait dans telle situation, etc. Ah oui, donc plus un entretien qu'on peut avoir en France. Exactement. Et tu avais postulé pour un poste de réceptionniste. Oui, c'est ça. Mais au moment de l'entretien, donc j'ai donc fait l'entretien pour le poste de réceptionniste. Mhm. Et ensuite, quand ils nous ont recontactés, ils m'ont proposé de faire actuellement poste manager de réception, D'accord. ce que je n'avais jamais fait. Oui. Donc, ils m'ont donné une opportunité alors que je n'avais pas l'expérience. Alors, j'avais l'expérience en réception déjà, mais pas manager. Donc, voilà, c'était une super opportunité. Et quelle est la différence? Qu'est-ce que fait un manager de plus que Alors réceptionniste? là, dans le resort, on avait la responsabilité de gérer l'équipe de la réception et du magasin qui est à côté de la réception. Mhm. Et on faisait aussi beaucoup de paperasse. Dont aussi le night audit, c'est-à-dire je faisais aussi des horaires de nuit de temps en temps. Tu gérais une équipe de combien? Ça tournait, mais je dirais en moyenne entre 3 à 6 personnes en même temps. Donc oui, c'est quand même pas mal pour un premier Oui, job de manager, oui. Surtout dans un c'est pays ça. étranger avec d'autres codes. C'est surtout que c'était un énorme resort, donc c'était pour une première pas mal de pression et de travail parce que c'était vraiment très grand. Et donc on était aussi connectés à tous les autres services. Et d'accord. Et du coup, tu participais à des réunions? Oui, alors en semaine, suivant les horaires où je commençais, mais toutes les semaines, il y avait des réunions à 9 heures du matin, Oui. donc du lundi au vendredi. Et donc si je travaillais sur cet horaire-là, donc j'en faisais partie également. Et tu comprenais tout? On va dire 95%. Ah oui, donc ouais, donc un très bon niveau d'anglais alors. Il y avait toujours quand même 5% où des fois je faisais oui, 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 et puis Et ça passe. voilà. Bon, et concrètement, comment se passaient tes journées? Ça dépendait des journées, parce que comme j'expliquais, je faisais des horaires différents. Donc des fois, je pouvais commencer à 5h30 du matin pour l'ouverture. En fait, ça ouvrait très tôt, la réception ouvrait à 6h, Ok. parce qu'on faisait aussi des tours de bateaux dans le parc national Oui. qui partaient un peu après 6h. Et donc, il fallait être disponible à la réception en cas de problème. Et donc voilà, il y avait l'ouverture si on commençait à cette horaire-là. Ou alors, il y avait l'après-midi et le soir, donc pour tout ce qui est check-in pour l'hôtel. Il y avait un camping aussi. Hôtel, camping, prise de réservation pour les tours. On faisait aussi des tours de 4x4. Enfin, c'était vraiment très, très grand. Et la fermeture. Ou alors, il y avait aussi les horaires de nuit. Donc, j'aidais un petit peu, on va dire, à l'avant de la réception parce que je commençais à 16h. Donc, jusqu'à la fermeture, j'aidais un peu devant. Et ensuite, je faisais de la paperasse dans les bureaux, principalement de la comptabilité, des statistiques sur la journée, beaucoup de rapports, énormément de rapports. D'accord. Voilà. Et la comptabilité, tu savais faire? Alors, c'était un peu compliqué parce que ils ont énormément de procédures. Donc, je faisais à peu près une vingtaine de rapports par jour. Donc, il fallait un petit moment quand même pour connaître tous les détails et tout. Donc, il y a des jours où j'ai fini après 5 heures du matin alors que je devais finir à minuit. Mais j'étais pas la seule, donc c'était rassurant quand même. Surtout au début, parce qu'en fait, c'est un resort qui utilisait beaucoup de paiements manuels aussi. On avait plein de
systèmes différents suivant si c'était le camping, l'hôtel, les tours. Et donc, des fois, ça correspondait pas trop les paiements, tout se mélangeait. Donc, il fallait Ah trouver d'où ouais. ça venait le problème. Et là, ça pouvait être Ah ouais, assez intense. assez long ouais, à trouver, ouais. Ouais, je vois. Mais c'est combien d'heures à peu près par jour? Je dirais en moyenne entre 10 à 12 heures par jour. Ah oui, et combien de jours par semaine? 5, alors ça arrivait d'en faire 6, mais c'était rare. En général, on nous donnait quand même les 2 jours de repos par semaine. Tu étais payé combien par heure? Alors du coup, c'était en full time, donc c'était un peu différent de l'autre, Oui, que donc l'autre était en casual. casual. Ouais. Donc en full time, j'étais à 30 $ de l'heure Oui. et 36 en heures supplémentaires. Et pour les jours fériés, en fait, c'est plus un genre de crédit qui nous paye à la fin, une fois qu'on part. En fait, c'est des heures qui sont payées à la fin. Donc full time et tu devais dire à ton employeur quand est-ce que tu partais. Tu devais avoir un préavis. Oui, si je me trompe pas, c'était une semaine. On leur a dit à peu près 2 semaines avant, il n'y a pas eu de souci. Ça va, ouais. Alors par semaine, ça te faisait combien de salaire? Je dirais entre 1200 et 1500 la semaine. Ok, très bien. Il me semble que vous étiez nourri et logé. Donc ça, c'était le gros avantage, Ouais. nourri et logé, et également nourri sur les jours de repos. Ah oui, donc tout le temps Donc vraiment matin, midi, soir, tous les jours. au restaurant de l'hôtel. Alors c'était, il y avait une partie, en fait, comme c'était énorme, on était à peu près une centaine de staff. Et donc il y avait une partie cantine pour le staff. Donc il y avait vraiment un buffet que pour le staff qu'on avait à chaque fois. Donc on se servait, il y avait plusieurs choix. C'était vraiment top. Oui, donc un buffet à volonté. C'est ça. Ouais, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis on n'a pas à réfléchir à quoi faire à manger. Oui, C'était ouais. vraiment bien. Et Pas faire les courses. grave. Ouais, ça libère du temps. Je pense que c'est assez varié. C'était pas toujours la même chose. C'était assez varié. Après, souvent, le midi, par contre, c'était quasiment tout le temps la même chose. C'était souvent sandwich ou wrap et ils nous mettaient quelques légumes et on faisait un peu comme on voulait. Ouais. Mais le soir, ça changeait par contre. Donc, c'était cool. Et au niveau du logement, vous étiez logé, vous avez une chambre d'hôtel? Alors, logement, non, c'était des genres de bungalows. Donc, en fait, c'était l'ancien camping qui est devenu maintenant limite un petit village de staff. Donc on avait, alors pour les couples c'était des bungalows et pour les personnes seules donc c'était des plus petites chambres individuelles avec lit simple, télé et salle de bain. Donc tout le monde avait sa salle de bain privée, donc ça c'était top. Nous on avait un bungalow donc un peu plus grand avec une toute petite terrasse et notre salle de bain aussi. Et dans ce fameux village de staff on avait aussi salle de sport et piscine. Ah ouais, vous avez quand même de sacrés avantages pour ce job. Non, franchement, ouais, c'était vraiment top. Il y avait beaucoup de backpackers dans ce resort? Oui, énormément. Ouais. Il y avait vraiment de tout. Il y avait des Français, des Argentins, des Allemands, des Anglais. Il y avait vraiment, vraiment un bon mix. Et beaucoup de locaux aussi, d'ailleurs. Est-ce que c'était accessible aussi pour des backpackers qui ne parlaient pas hyper bien anglais? Alors, pour la réception, non. Malheureusement, c'était assez strict là-dessus. Bon, après, au service client, c'est vrai que c'est quand même important. Le restaurant, je pense qu'il demande quand même un bon niveau, moyen bon. Par contre, pour le ménage, c'était plus simple d'avoir du travail sans parler spécialement hyper bien l'anglais. Donc, on avait des backpackers qui n'étaient pas, on va dire, anglais courant, qui ont quand même trouvé des boulots dans le ménage. Est-ce que vous pouvez aussi faire les activités à moindre coût, peut-être gratuitement Il y avait un énorme avantage. Alors, il y avait des croisières de bateaux donc, qui se fait dans les Billabong pour voir les crocodiles, tout ça, donc truc de fou. Ouais. On les avait gratuits en été. Ah ouais. Donc, nous, on l'a fait 5-6 fois à peu près. Après, on faisait des tours en 4x4, enfin c'est en bus 4x4. On avait le droit à une fois ce tour et on avait le droit aussi à un tour en avion. Ah ouais. Gratuit, une fois. Au-dessus de Kakadou. Et on l'a fait, c'était dingue. Au-dessus de Kakadou, ouais. Donc ils avaient un partenariat avec Air Kakadou qui proposait ces tours-là, donc on vendait aussi leurs tours. Et donc le staff, on avait le droit à un tour gratuit sur la saison. Trop bien. Oui, en plus à Kakadou, tu parlais de crocodiles, mais à Kakadou, c'est des crocodiles d'eau de mer, hein, donc des crocodiles dangereux. Oui, et il faut savoir qu'il y en a à peu près 10 000 dans tout le parc national, donc il y en a vraiment, vraiment partout. Est-ce que c'est protégé? Il y a des zones indiquées par les panneaux, non? Oui, c'est indiqué. Voilà, c'est connu qu'il faut quand même pas s'approcher de l'eau. Voilà. Après nous, le camping était vraiment pas loin. Si vous voulez, les crocodiles pouvaient venir, mais ça n'arrivait vraiment jamais. Ils ne venaient pas. En général, ils vont pas venir au milieu de la population. Il faut juste faire attention de ne pas être trop au bord de l'eau, qu'ils ne sautent pas dessus. Après, l'avantage là-bas, c'est qu'il y a tellement de poissons
qu'ils ont assez à manger, donc ils vont pas chercher à sortir de l'eau. Et donc pour vos day off, vous trouvez quand même facilement des choses à faire. Oui, les day off, c'était sympa. Bon, après, une fois qu'on a fait le tour, il y a pas beaucoup, mais il y avait quand même pas mal de choses à faire dans le parc national. Donc en général, quand on était sur un day off, on faisait une activité, puis le day off suivant, on faisait une autre, et voilà, il y a quand même des choses à voir. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a pas mal de staff, donc comme je disais, qui travaillent. Donc il y a toujours quelqu'un qui travaille pas, on peut aller boire un coup, discuter, ou aller à la piscine. Donc on a une bonne vie sociale, donc au final, voilà, on s'ennuie pas trop. Ouais, ça va être différent comparé à votre première expérience sur l'île. Oui, c'était très différent. L'île, on se sentait un peu seul. Ouais. Et c'était un peu long, alors que là, au contraire, c'était vraiment sympa. L'ambiance était vraiment sympa. Il y avait même des fois des départs, et donc il y avait des petites soirées ou des anniversaires. Donc il se passait souvent quelque chose. Ouais, ça faisait un peu une vie de saisonnier. C'est ça, exactement. Tu avais beaucoup d'avantages dans ce job. Est-ce que tu aurais quand même des inconvénients? Alors oui, l'inconvénient, c'était qu'on est quand même loin de tout. Donc c'est vraiment au milieu de nulle part. On était à 3 heures de la ville la plus proche, donc qui était Darwin. Et on a eu quand même beaucoup de stress pendant la haute saison, parce qu'on a eu une période de sous-effectif où il y en a plein qui sont partis au milieu de la saison. Et du coup, ça a été un peu compliqué à gérer. Et puis forcément, comme c'était en plein milieu de la haute saison, donc beaucoup de monde. Et voilà, mais bon, après ça arrive aussi dans beaucoup de travail dans le service. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a toujours un moment de rush où tu sais plus où donner la tête et il faut faire beaucoup d'heures. Exactement. Et on va passer presque plus de 2 ans en Australie. Tu as sûrement des petites anecdotes à nous raconter. Est-ce que tu veux nous en dire quelques-unes? Oui, j'en ai eu plusieurs, donc notamment sur l'île où on a travaillé. Alors donc, qui dit île dit que c'est difficile aussi d'entretenir des fois les locaux. Et comme c'est un peu loin de tout, et du coup, donc mon copain Loïc qui travaillait dans le bottle shop, on était pendant la saison des pluies et en fait, il y avait un peu des trous partout sur le plafond. Et dès que ça pleuvait, c'était l'inondation dans le magasin. Et un jour, il y a un bout de plafond qui est tombé. Et on a la vidéo surveillance où on le voit. Mais un bout de plafond, il était gros, c'était un tout petit morceau? C'était un morceau de les faux plafonds. Donc un morceau, on va dire un rectangle qui est tombé. Ah ouais, quand même. Heureusement, donc c'est pas tombé sur lui quand même. Grave, et voilà, c'était assez spécial. Et aussi, quand on est arrivé sur l'île, il n'y avait pas d'électricité. Donc on était tout seul, il n'y avait personne dans les rues, tout était fermé. Et on n'avait rien à manger. On a trouvé un tout petit shop qui était ouvert, mais il faisait tout noir. C'était un peu très bizarre et on s'est demandé qu'est-ce qu'on foutait là. Ouais, ça fait assez glauque. Ouais, donc les premiers jours, on a été un peu... on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste? Et puis bon, au final, on est resté, mais voilà. Et cette panne d'électricité, elle a duré longtemps? Non, heureusement, c'était que un jour. Ah ouais, bon, c'est quand même un jour assez glauque où tu ne sais pas où est-ce que tu débarques et avec des locaux assez vétus. C'est ça, puis on n'avait pas internet, pas d'électricité, rien. Donc on tournait en rond, on n'avait rien à faire. Ouais. Et vous avez quand même pu contacter vos employeurs? Oui, parce que j'avais leur numéro de téléphone, donc ils étaient venus nous chercher au port, mais après ils nous avaient déposés et je savais pas où ils habitaient, quoi. Donc on était pas seuls. Ah oui, j'avais une petite anecdote plus sympa. Oui. Donc au resort Coenda où on travaillait, donc à Kakadu. Donc on avait pas mal de locaux aussi qui travaillaient avec nous, et notamment et en fait, faut savoir qu'à Kakadu, ils font des feux préventifs entre la saison des pluies et la saison sèche. Et en fait, on a eu la chance d'y participer. Ils nous ont invités. Alors normalement, c'est seulement les locaux qui ont le droit de le faire. Ça fait depuis des milliers d'années que c'est utilisé, qu'ils savent comment le faire. Et donc, on a été invités à le faire avec eux. Et donc, c'était super, on va dire, fun et intéressant de juste prendre un briquet et de pouvoir faire, on va dire, la forêt, quoi. Ben oui, et ça doit être hyper impressionnant parce que, mais déjà, pourquoi ils font des feux de forêt Oui, c'est pour entretenir les terres et les plantes, donc pour régénérer tout ça et pour faire un nettoyage aussi, tout simplement. D'accord. Et donc, ils brûlent des hectares ou quelques mètres carrés? Des hectares et des hectares. Vraiment beaucoup. Et comment c'est contrôlé? Il y a des pompiers ou tout? Ou comment le feu s'arrête? Alors,
Alors en général, il regarde quand même la direction du vent, donc c'est quand même réfléchi. Ouais, Mais souvent, il laisse le feu, on va dire, faire sa vie. d'accord. Après, il y a quand même des visites par des rangers régulièrement, voir comment ça se porte. Mmh. Puis je pense que je sais pas si ça les aide, je leur ai pas demandé, mais comme il y a régulièrement des vols d'avions tous les jours pour les touristes, je pense que si vraiment il y avait un problème, ils tiendraient au courant vu ils le voient d'au-dessus. Oui, oui. Mais en général, ça s'arrête tout seul. Après, c'est contrôlé parce qu'en fait, comme c'est fait entre la saison sèche et la saison des pluies, les Mmh. sols sont encore humides, Oui. mais l'herbe au-dessus est sèche. Donc en fait, ça va brûler, mais ça va pas partir vraiment trop. Donc c'est juste bien. D'accord et ça, ils le font, une fois Voilà. par an? Ils le font tous les ans, donc entre la saison des pluies et la saison sèche. Voilà. Qui est en À peu près d'avril, donc c'est la fin de la saison sèche, saison des pluies, pardon, ouais, jusqu'à juin. Après, ça dépend des années sur les conditions météorologiques, mais à peu près dans ouais. cette période. Comme Kakadu, c'est le parc national le plus grand d'Australie, il y a de quoi faire. Ouais, ouais, bah, oui. Ouais, ça doit être hyper impressionnant et c'est sur combien de jours? Bah, quasiment tout le temps qu'on était là-bas, ils continuaient à le faire. Donc on y était pendant 4 mois. D'accord. On va passer, sur, la dernière partie, du podcast. Est-ce que tu aurais des, conseils à donner, aux, personnes qui souhaitent aller en Australie ou qui sont déjà en Australie? Alors oui, totalement. Alors moi, je conseille une chose, surtout que j'ai eu mon premier visa à l'époque, donc de chercher tout de suite un travail pour les 88 jours, de pas attendre. En cas de pépin tout simplement, parce Ouais. que, des fois en dernière minute, ça peut être compliqué à trouver et puis au moins pour avoir l'esprit tranquille aussi de se dire: «Voilà, c'est fait» et après on peut vraiment profiter, pour le reste de l'année. Ça, Ouais. je conseille vraiment et aussi, je conseille de sortir des villes pour trouver du travail et là, en général, c'est quand même beaucoup plus facile et Mmh. aussi si on veut mettre des sous de côté, c'est quand même beaucoup plus facile aussi parce que la plupart du temps, si on est loin de tout, on a On va l'hébergement tenter. inclus et parfois la nourriture et ça, c'est vraiment top. Et donc, d'acheter une voiture, c'est quand même mieux. Après, c'est possible de faire sans, Oui, il y a mais moi, beaucoup je de conseillerais de faire avec parce que voilà, ça permet aussi d'avoir des libertés pour les jours off ou des choses comme ça. Parce que des fois, c'est vrai quand on travaille dans des endroits un peu perdus, ouais. on a envie aussi de sortir du même endroit, ou même ça donne aussi plus d'opportunités tout simplement. Si on nous demande de venir, d'un point A à un point B rapidement, ben, on peut le faire, Mmh. avec C'est une voiture, c'est quand même plus flexible. ouais et puis je pense qu'on se rend pas bien compte, mais parfois, quand on veut faire ses courses, il y a besoin de faire, 1/2 heure, de route. Oui, oui, nous, Ouais, la ville la plus proche le village le plus proche du resort était à 40 minutes. ouais, Donc si on voulait faire des courses, c'était ça et ouais, ouais. c'était compliqué, ouais, Donc si on n'avait pas de voiture. Alors je conseille totalement la côte ouest aussi parce que maintenant que j'ai fait, donc j'ai visité quasiment pas encore, mais presque toute l'Australie. J'ai fait donc côte est et côte ouest et si vous aimez la nature et des ouais. paysages de dingue, alors je conseille vivement de faire la côte ouest parce que moi qui m'attendais à voir que des plages à répétition, alors non, tout est Différent. canon Mmh. et on est toujours surpris par des paysages, très variés et si vous avez un 4x4, alors là encore plus et Mmh. c'est vraiment, vraiment dingue. Voilà, il faut pas le Ah. rater. Mais grave, nous, de toute façon, la team, Départ Australie, on est, fan de la côte ouest, ouais, Ah ouais, c'est avec vraiment paysage. pour moi, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est juste trop beau. Oui, Ça a rien à voir. ah Puis les couleurs, ça oui, sort limite d'un film, quoi. On se dit: ouais, «Mais waouh, qu'est-ce que c'est possible?» et oui. Et ben, merci Oriane d'avoir, Avec plaisir. accepté et de participer à cette, interview. C'était un plaisir de discuter. Est-ce que, tu accepterais, donner, de ton Instagram? Oui, bien sûr. Alors mon Instagram, c'est living-without border Mmh. et alors mon compte est en anglais. Après, faut pas hésiter à me poser des questions, en message si jamais il y a besoin d'un petit conseil ou quelque chose, Ouais. une question simplement sur ce que j'ai mis. Et ben, super. Dis à bientôt. Salut Oriane. À bientôt, salut.